Les travaux du chantier du pont de Jacquesville ont débuté en août 2009. C'est un pont classique long de 608 mètres. Il offre 2 fois une voie circulable avec 2 trottoirs. Situé à 25 km de la ville de Jacquesville, cet ouvrage d'art comporte 17 appuis dont 13 sont réalisés sur la lagune. Sur chaque appui, il y a 3 éléments que nous avons forés pour aller rencontrer le bon sol. Et entre chaque appui, il y a ce qu'on appelle les travées. Et chaque travée est constituée de poutres. Et à l'intérieur de chaque poutre, on a des câbles de précontrainte qui permettent effectivement à ces poutres-là de résister. On l'appelle pont en béton précontraint. Le projet réalisé par une entreprise égyptienne aura coûté 22 milliards de francs CFA. Il bénéficie du concours financier de l'État de Côte d'Ivoire et de ses partenaires, notamment la Banque ouest-africaine de développement BOAD, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et du fonds de l'OPEP, OFID. Ce pont, dont la livraison est prévue ce samedi, est à péage. Autorités et habitants se préparent à accueillir ce joyau dans l'allégresse. Depuis que je suis petit, donc, ils ont parlé à faire de pont là. Maintenant, aujourd'hui, c'est venu, donc on est heureux de ça. Les populations l'attendent depuis longtemps. Tout le monde se prépare à cette mutation. C'est une joie immense qui anime toutes les populations et elles seront mobilisées à aller réserver un accueil au président de la République et lui dire merci pour cette action. Ce sont 300 personnes, expatriés et nationaux, qui ont travaillé nuit et jour pour faire aboutir le projet. Sa réalisation entre dans le cadre de la politique globale de la Côte d'Ivoire relative au développement de ses infrastructures. 3 jours de réflexion pour tracer les contours de l'émergence du continent africain. La conférence internationale sur l'émergence a pris fin ce vendredi 20 mars dans la capitale économique ivoirienne. Le président Alassane Ouattara a eu une idée géniale de faire tenir donc une telle réunion ici à Abidjan, en conviant donc ses pairs à participer à une telle rencontre. Et aussi les experts venus de tous les continents, de manière à permettre donc d'avoir une expérience internationale sur le dossier de l'émergence. Moi, je retiens donc cette convivialité et disons que cette rencontre des matières grises ici à Abidjan. Les résultats des travaux consignés dans la déclaration d'Abidjan. Une déclaration qui marque 3 arrêts dans la marche vers une économie émergente du continent. Ce sont l'intervention de l'État pour créer les conditions, réguler et sécuriser les affaires, la transformation structurelle des économies pour une industrialisation intelligente et la valorisation des ressources humaines. 3 repères qui, mis en musique, doivent donner un contenu concret au concept de l'émergence pour les populations. L'émergence, c'est d'abord des éléments concrets qui sont derrière. C'est d'abord donc le développement, pas seulement économique, mais social et humain. Permettre donc à les jeunes d'avoir des emplois, permettre aux femmes donc de se développer, permettre donc d'aller de l'avant avec des hôpitaux, des centres, disons que d'éducation, d'excellence. C'est d'abord ça qui est derrière l'élément non fondamental. Permettre aux paysans d'être bien rémunérés et aller vers une meilleure transformation industrielle donc, de nos pays. Pour donner du relief à la déclaration d'Abidjan, les experts ont fait 3 recommandations. La mise sur pied d'un centre de veille stratégique, l'organisation d'un forum sur les bonnes pratiques tous les 2 ans et la mise en place d'un comité de haut niveau comprenant la Côte d'Ivoire, l'Union africaine, le PNUD, la BAD et les communautés économiques régionales. La Côte d'Ivoire, elle, entend parvenir à l'émergence en 2020. L'histoire retiendra que ce sont 300 experts et hautes personnalités politiques qui ont pris part à cette première conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, au bord de la lagune, Ébrié. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010, la cuisine française séduit le monde entier, tant par son raffinement que par la qualité de ses produits locaux et extérieurs. Aujourd'hui, il est de plus en plus question de la promouvoir, d'où l'initiative Goût de France, Good France. L'initiative est née d'un projet commun d'Alain Ducasse, chef 3 étoiles du célèbre guide Michelin, et de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international de France. C'est aussi vendre une certaine forme d'art de vivre à la française. Les gens aiment beaucoup cela à l'étranger, et donc effectivement économiquement ça permet d'exporter par exemple des meubles français, ça permet d'exporter aussi des savoir-faire français, de la formation française. Donc tout ça, c'est un tout qui est
imbriqués pour qu'on connaisse mieux la France. Donc ça fait partie de la diplomatie économique au sens large. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, lui, réunira ce vendredi 20 mars des personnalités ivoiriennes et françaises à la résidence de France autour d'un dîner gastronomique. Le chocolat sera mis à l'honneur avec la présence à cette table de Patrick Roger, meilleur ouvrier de France chocolatier en 2000. La cuisine, j'en savais rien, mais c'était le terroir et c'était la cuisine de ma mère au départ. Et c'est comme ça que ça va naître. Je vais faire que retranscrire ce qu'on mangeait à la campagne. Et puis après, la chance de grandir un petit peu et d'arriver à Paris, de comprendre certaines choses aussi. Et c'est ça, avec les clients, qui va faire que je vais avoir cette capacité à développer ce qui était mon terroir et d'essayer de le partager avec le plus de gens possible. Outre le dîner qui sera offert par l'ambassadeur Georges Serre, rappelons que 4 restaurants à Abidjan ont participé à l'aventure Goût de France, qui est à sa première édition. Avant l'organisation en Côte d'Ivoire des 8e Jeux de la francophonie en 2017, une rencontre à Paris au siège de l'OIF entre le pays organisateur et le Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie. Epiphane Zorobi-Balo, directeur général du Comité national des Jeux de la francophonie, présente au comité les avancées. Un total de 20 commissions dont les conclusions seront soumises à un comité de pilotage présidé par le Premier ministre ivoirien, comme pour dire que l'organisation de ces Jeux demeure une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes porteurs d'un projet soutenu par les plus hautes autorités du pays et l'ensemble de la communauté francophone des 80 pays membres de la francophonie attendent beaucoup de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire saura donc relever ce défi. Les sites qui sont retenus, nous avons 3 pour les compétitions sportives, à savoir le stade Fourbonnier, le complexe sportif de Trècheville et le stade Robert Champroux à Marcory. Et pour les concours culturels, nous avons 5, le Palais de la Culture qui sera le centre le plus important. Les 8e Jeux de la francophonie, notons-le, auront lieu du 11 au 30 juillet 2017. Erreur d'écriture, mauvaise expression dans les commentaires, des reproches faits aux journalistes dans l'exercice de leur métier. La situation inquiète l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Une convention est donc signée avec la Commission nationale de la francophonie pour la formation des journalistes afin de renforcer leur niveau d'expression. Vous savez qu'il y a beaucoup d'expressions que nous utilisons qui ne s'utilisent pas, qui ne se disent pas, qui ne sont pas justes. Et donc, nous allons essayer de renforcer nos capacités parce qu'on croit connaître en général, il y a toujours des choses à rattraper. Des journalistes bien formés pour donner des informations crédibles et justes dans la langue de Molière. Un soutien naturel, la Commission nationale de la francophonie encourage l'action. Je crois que les journalistes ont tous à cœur de faire un travail meilleur que celui qui se pratique actuellement. Ils sont venus voir la Commission nationale de la francophonie pour proposer un certain nombre d'enseignements. Ils ont des préoccupations que nous avons trouvées légitimes et utiles et nous allons, sur leurs propositions, nous permettre de rechercher des financements pour ces formations et leur en proposer d'autres. Cette formation va démarrer le 3 avril prochain pour une durée de 6 mois. À cette occasion, une conférence a été animée par le secrétaire général de la Commission nationale de la francophonie pour mieux expliquer les enjeux de l'organisation. La Côte d'Ivoire va procéder bientôt à l'inventaire général de son patrimoine culturel immatériel, danse, rythme du terroir et œuvres de l'esprit. L'assistance de l'UNESCO est sollicitée, d'où cet atelier de Dabo pour renforcer les capacités des professionnels de la culture. Pour le représentant résident de l'UNESCO, Ido Yao, cet atelier prend en compte les actes de la Convention de 2003 relative à la sauvegarde du patrimoine culturel, une opération fondamentale pour le département de la culture et de la francophonie, selon le directeur de cabinet Fousseni Dambélé, représentant le ministre Maurice Kwaku Bandama. Nous avons initié cet atelier pour renforcer les capacités des professionnels de la culture en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent identifier et contribuer à l'inscription du patrimoine immatériel ivoirien qui est si riche sur la liste du patrimoine mondial. Et pour que nous puissions valoriser et promouvoir ces biens, eh bien, il nous faut des femmes et des hommes outillés et notamment qui connaissent, maîtrisent et qui s'approprient la Convention 2003 de l'UNESCO relative à
la promotion, n'est-ce pas, du patrimoine culturel immatériel. Et nous avons, avec l'UNESCO, obtenu cette session de formation animée par des experts. L'atelier de formation de Dabo prend fin le 20 mars prochain. Le 28 mars prochain, le pays le plus peuplé d'Afrique, quelques 173 millions d'habitants, ira aux urnes après un report des élections, initialement prévues en février pour des raisons de sécurité. Le président en fonction, Goodluck Jonathan, va tenter de briguer un second mandat face au principal candidat de l'opposition, l'ancien général Muhammadu Buhari. Des élections qui se déroulent dans un climat tendu, le nord du pays est en butte aux attaques incessantes des islamistes de Boko Haram qui ont fait des milliers de morts. Le plus important est de s'assurer que nous chassions Boko Haram hors du Nigeria. Et nous ne leur permettrons d'aller dans aucun autre pays. En face, l'ex-général Muhammadu Buhari, 72 ans, se présente pour la 4e fois à la présidence du Nigeria. Musulman et originaire du Nord, il s'est forgé une réputation d'incorruptible au fil des années. Un atout important dans ce pays pétrolier, la plus grande puissance économique d'Afrique, écartelée entre un Nord déshérité et un Sud prospère, gangréné par les détournements d'argent. Il y a 3 choses qui sont essentielles, qui sont des problèmes fondamentaux de ce pays. L'insécurité, la destruction de l'économie et la corruption. Tous les Nigérians sont inquiets. À Lagos, capitale économique du Nigeria, est favorable à l'opposition. Les électeurs récupèrent leur carte électorale pour ce scrutin qui, pour la première fois, sera en partie électronique. Pour certains électeurs, l'insécurité effraie, tout comme la situation économique. Nous voulons voir les profits de la croissance économique de ces dernières années redistribués équitablement aux gens de la rue. Nous voulons le changement, et ce n'est que justice. Regardez les lycéennes de Chibok. Nous les cherchons toujours, et personne ne sait où elles sont. Le nord-est du pays est toujours en proie aux violences de Boko Haram, malgré la reprise de nombreuses villes par l'armée. Des centaines de milliers de réfugiés chassés par les combats n'auront probablement pas accès au scrutin. Et surtout, beaucoup redoutent des attentats dans des bureaux de vote, en particulier dans le nord du pays. À 2 pas de Tunis, dans le quartier pittoresque de Sidi Bou Saïd, la vie reprend son cours. Après l'attaque sur le musée national de la capitale, certains ont peur que le secteur touristique soit durement touché. C'est vrai que ça fait un choc parce que c'est tout près, parce que on doit être ce soir normalement à Tunis, demain matin au Bardo, donc on se dit ça passe pas loin, donc voilà, c'est quand même perturbant. 21 personnes ont perdu la vie dans l'attaque du musée Bardo, des dizaines d'autres ont été blessées. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique qui a menacé de mener d'autres attaques. L'islam est contre tout ça. Qui a dit qu'un touriste, il faut aller le tuer? Chez nous, c'est un péché dans notre religion. C'est incompréhensible. Moi, je porte la barbe, je travaille avec les touristes, je fais des photos avec les touristes. On rigole ensemble, et c'est quoi le problème? Le gouvernement tunisien ne veut pas que la peur s'installe. Le musée va réouvrir ses portes pour les visiteurs dès mardi prochain. Le tourisme est la pierre angulaire de l'économie tunisienne. En 2014, les revenus du tourisme ont augmenté de 6,4% à 1,6 milliard d'euros, loin des records atteints avant la révolution de 2011. 2 tours opérateurs dont les passagers font partie des victimes ont décidé de mettre fin à leurs escales à Tunis. Les personnes qui nous abordent, c'est pour nous exprimer des messages de soutien, de sympathie, parce que nous n'annulons pas nos voyages. Les 2 attaquants ont été tués dans l'attaque et plusieurs suspects ont été arrêtés. Et la Tunisie assure ne pas être en état de siège.